Tu devrais être reconnaissante qu'on s'occupe de tout ça pour toi. À ton âge, c'est lourd à gérer. La phrase a été prononcée calmement, presque avec douceur. Elle est sortie de la bouche de mon fils, assis en face de moi, les mains jointes, comme s'il parlait à un enfant capricieux. Autour de la table, les assiettes étaient encore pleines, le repas à peine entamé. La soupe fumait. Et moi, je venais de comprendre que quelque chose venait de se briser. Je suis restée silencieuse quelques secondes. Pas parce que je ne comprenais pas, mais parce que je comprenais trop bien. À cet instant précis, je n'étais plus une mère. J'étais devenue une charge, une équation à résoudre avant qu'elle ne complique davantage leur avenir. Reconnaissante. De quoi, exactement? Ai-je demandé. Ma belle fille a levé les yeux de son téléphone. Elle a souri, ce sourire qui se veut rassurant, mais qui trahit l'impatience. De nous laisser gérer l'essentiel. Les papiers, la maison, les comptes. C'est normal, tu sais, on anticipe. Anticiper. Toujours ce mot. Comme si ma vie était déjà derrière moi. Comme si je n'étais plus qu'un dossier en attente de clôture. Je les ai regardés tous les deux. Mon fils, que j'avais porté, protégé, défendu contre le monde entier. Et sa femme, entrée dans notre famille avec des promesses de respect et de solidarité. Ils étaient d'accord. Leurs regards circulaient entre eux, sûrs, complices. Cette conversation avait été préparée. Alors, je n'étais là que pour l'entériner. Vous avez donc déjà décidé? Je murmurai. Mon fils a soupiré. Maman, ne prends pas ça comme ça. C'est pour ton bien. Tu refuses toujours de parler de l'héritage. Pourtant, il faut être réaliste. Réaliste? Ce mot là aussi revenait sans cesse. Moi, comme si la réalité, désormais, leur appartenait. Je me suis redressée sur ma chaise. Mon dos me faisait mal, mais je n'ai rien laissé paraître. Je savais que le moindre signe de fatigue serait interprété comme une preuve supplémentaire. Je n'ai jamais refusé d'en parler. Aïe à jeudi. J'ai seulement dit que ce n'était pas urgent. Ma belle fille a posé son téléphone sur la table, d'un geste sec. Justement, c'est ça qui nous inquiète. Tu ne vois plus l'urgence. Tu ne vois plus. Comme si ma vision s'était troublée. Comme si mon jugement était devenu suspect. Un silence lourd s'est installé. Je sentais mon cœur battre plus fort, mais une autre sensation prenait le dessus. Une clarté froide, presque douloureuse. Je comprenais que cette discussion n'était pas une demande. C'était un avertissement. On a préparé quelques documents, a repris mon fils. Rien d'officiel. Juste pour réfléchir ensemble. Il a sorti une chemise épaisse de son sac. Cartonnée. Grise. Il l'a posée devant moi avec un sourire qu'il croyait rassurant. Je n'ai pas ouvert la chemise. Je n'en avais pas besoin. Tout, dans leur attitude, disait déjà ce qu'elle contenait. Estimation. Tableau. Projection. Ma vie réduite à des chiffres. Mon existence transformée en planification. Vous avez donc réfléchi sans moi, je dis doucement. Il fallait bien commencer quelque part, a répondu ma belle fille. Tu sais, quand on te parle, tu te braques. Je me suis sentie glisser hors de moi à même. Comme si je regardais la scène de loin. J'entendais leur voix, mais une autre voix montait en moi. Plus ancienne, plus ferme. Celle qui disait « Ce n'est plus une discussion familiale, c'est une prise de pouvoir ». Je me suis levée lentement. La chaise a raclé le sol. Ce bruit m'a semblé indécent dans le silence qui suivait. Cette maison, je dis en regardant autour de moi, je l'ai construite avec votre père. Chaque mur, chaque meuble, chaque arbre du jardin. Ce n'est pas un capital. C'est une vie. Mon fils a détourné le regard. Ma belle fille, elle, n'a pas scié. Justement, a elle répondu. Une vie, ça se termine. Et après, il faut que tout soit clair. Ces mots-là m'ont traversé comme une lame. Une vie, ça se termine. Pas la sienne, la mienne. Je suis restée debout, immobile. Je sentais une colère sourde, mais aussi une immense tristesse. Non pas pour l'argent, pas même pour la maison, mais pour ce regard nouveau, posé sur moi. Un regard qui ne voyait plus la mère, mais l'obstacle. Plus la femme, mais le délai. Si vous pensez que vous pouvez décider de tout cela sans moi, je dis enfin, vous vous trompez. Ils ont échangé un regard rapide. Un regard de surprise. Puis d'agacement. Ils ne s'attendaient pas à une résistance.
Pas de ma part. On ne veut pas te faire de mal, maman, a repris mon fils. Mais tu dois comprendre. Non, Léa, je interrompu. C'est vous qui devez comprendre quelque chose. Ma voix ne tremblait pas. Et ce détail les a troublés. Je suis encore là. Et tant que je serai là, rien ne se décidera sans moi. Le silence qui a suivi n'était plus celui de la politesse. C'était un silence de rupture. Je venais de refuser un rôle qu'il m'avait déjà attribué. À cet instant précis, j'ai compris que cette conversation n'était que le début. Il croyait gagner l'héritage. Il venait, sans le savoir, de perdre bien plus que cela. Quand ils sont partis ce soir, la maison a semblé se vider d'un seul coup. Pas seulement de leur voix, mais d'une présence plus subtile, celle de l'illusion que je portais depuis des années. L'illusion que l'amour filial protège de tout, même de l'avidité silencieuse. Je suis restée longtemps assise à la table, devant la soupe refroidie. La chemise grise était restée là, fermée, comme un animal qu'on n'ose pas toucher. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. J'avais besoin de respirer d'abord, de reprendre possession de mes pensées. C'est alors que les souvenirs ont afflué, sans ordre, sans logique. Ma vie d'avant, celle où l'héritage n'était qu'un mot lointain, presque abstrait. Et je me suis revue jeune femme, bien avant que mes cheveux blanchissent, bien avant que mon nom soit prononcé avec cette condescendance nouvelle. J'avais rencontré leur père dans un bal populaire. Un été où nous n'allions rien, mais où tout semblait possible. Il n'était ni riche, ni ambitieux. Il était droit, travailleur, et profondément loyal. Ensemble, nous avions bâti une existence simple, mais solide. Une vie où l'on comptait les dépenses, où l'on réparait plutôt que de remplacer, où l'on croyait qu'en donnant tout à ses enfants, on leur apprendrait la gratitude. La maison est arrivée tard, après des années d'efforts, de sacrifices silencieux. Je me souviens encore de la signature chez le notaire. J'avais serré la main de mon mari, le cœur battant, consciente que nous faisions bien plus qu'acheter des murs. Nous offrions un ancrage à nos enfants. Un point fixe dans un monde incertain. Ils ont grandi dans cette maison, les devoirs sur la table de la cuisine, les disputes pour la salle de bain, les fêtes d'anniversaire trop bruyantes. J'ai donné sans compter. Mon temps, mon énergie, mes renoncements. Jamais je n'ai pensé en termes de retour sur investissement. Jamais, simplement. Bon, quand leur père est mort, quelque chose s'est fissuré sans bruit. Je suis restée droite. Je n'ai jamais voulu devenir un fardeau. J'ai continué à gérer, à payer, à tenir. Les enfants venaient moins souvent, mais je me disais que c'était la vie. Le travail, les obligations. Je respectais leur distance, persuadée qu'elle était saine. Avec le recul, je vois les signes que j'ai refusé de lire. Les questions répétées sur la valeur de la maison, les remarques sur la complexité administrative, les phrases dites sur le ton de la plaisanterie. Tu devrais penser à l'avenir. Ce serait plus simple si tout était déjà organisé. À chaque fois, je souriais. Je répondais vaguement. Je croyais protéger la paix familiale. En réalité, je laissais un terrain se préparer sans moi. Ce soir-là, après leur départ, j'ai enfin ouvert la chemise grise. Lentement. À l'intérieur, il y avait des tableaux, des estimations, des notes manuscrites. Des chiffres, alignés avec rigueur. Ma maison, mes comptes, réduits à des colonnes. Mon existence transformée en scénario financier. Ce qui m'a frappé, ce n'est pas la précision. C'est l'absence totale de moi. Aucun mot sur mes besoins, mes envies, mes projets. J'étais déjà sortie du cadre, déjà déplacée hors du centre. Je me suis sentie envahie par une fatigue profonde. Pas celle du corps, celle de l'âme. Une lassitude ancienne, accumulée au fil des années, où j'avais cru que le silence était une vertu, où j'avais confondu patience et effacement. Cette nuit, j'ai peu dormi. Les images défilaient, les rires d'autrefois, les promesses muettes. Et cette phrase, surtout, qui revenait sans cesse. Il croyait gagner l'héritage. Comme si tout se résumait désormais à cela. Je me suis levée avant l'aube. Dans la pénombre de la cuisine, j'ai regardé les murs, les meubles, les traces d'une vie entière. J'ai compris que ce qui se jouait n'était pas seulement une question d'argent ou de transmission. C'était une lutte silencieuse pour ma place.
pour mon droit d'exister autrement que comme une future absence. En regardant le jour se lever, une pensée claire s'est imposée à moi. Je ne pouvais plus faire comme avant. Continuer à me taire ne protégerait plus personne. Ni eux, ni moi. Ce n'était pas encore une décision. Pas encore un plan. Mais quelque chose venait de changer irréversiblement. Une certitude froide, presque douloureuse. Si je ne reprenais pas ma place maintenant, on me l'enlèverait sans bruit. Et pour la première fois depuis longtemps, cette idée ne m'a pas fait peur. Elle m'a tenue éveillée. Les jours qui ont suivi ont pris une couleur étrange, comme si le monde avait légèrement basculé sans que rien, en apparence, n'ait changé. La maison était la même. Les murs, les meubles, le jardin. Et pourtant, je ne m'y sentais plus tout à fait chez moi. Quelque chose avait glissé, imperceptiblement. Mon fils appelait plus souvent, pas pour demander comment j'allais, mais pour prendre des nouvelles. Cette expression, je l'ai vite comprise autrement. Il voulait savoir si j'avais réfléchi, si j'avais ouvert la chemise grise, si j'étais prête à avancer. Sa voix restait douce, presque attentionnée, mais chaque mot était pesé, orienté. Il parlait comme on parle à quelqu'un qu'on craint de voir déraper. Ma belle à fille, elle, passait sans prévenir, toujours pressée, toujours avec cette façon de regarder autour d'elle, comme si elle évaluait l'état des choses. Elle commentait tout. Tu devrais jeter ça. Tu n'as plus besoin de ces papiers. Cette maison est trop grande pour toi, tu sais? Je souriais, je répondais par des phrases vagues. Mais à l'intérieur, je me sentais réduite, rétrécie. Chaque remarque était une petite entaille. Rien de brutal, juste assez pour affaiblir. Ils ont commencé à corriger mes paroles. Ce n'est pas ce que tu voulais dire. Tu confonds un peu les dates. Laisse, je vais t'expliquer. Je me suis surprise à douter de moi, à chercher mes mots avec trop de précaution, à vérifier 2 fois une information pourtant évidente. Ce doute, il l'avait semé avec méthode. Et je comprenais trop tard à quel point il pouvait être dangereux. Un dimanche, lors d'un déjeuner, mon fils a lâché, presque distraitement. Si jamais il t'arrivait quelque chose, tout serait beaucoup plus simple si on avait déjà réglé ça. Il parlait de moi comme d'un futur problème administratif. Je me suis figée. Ma fourchette est restée suspendue haut au-dessus de l'assiette. Il m'arrivera quelque chose un jour, et ai-je répondu calmement. Comme à tout le monde. Ma belle fille a souri. Justement. Autant anticiper. Anticiper. Toujours ce mot. Comme si ma disparition était déjà intégrée dans leur calendrier. Peu à peu, j'ai remarqué des choses plus concrètes. Des enveloppes ouvertes avant que je ne les lise. Et des factures déplacées. Un relevé bancaire posé sur la table, annoté au crayon. Quand j'ai demandé des explications, on m'a répondu « On t'aide. Tu avais l'air fatigué ?» Fatigué. Ce mot revenait sans cesse. Il devenait une vérité officielle. Et plus je tentais de m'y opposer, plus il semblait convaincu. Le moment le plus humiliant a été celui où mon fils m'a proposé de centraliser mes comptes. Juste pour voir clair. Tu gardes le contrôle. Bien sûr. J'ai levé les yeux vers lui. J'ai vu dans son regard non pas de la méchanceté, mais une certitude tranquille. Il pensait sincèrement savoir mieux que moi. Je n'ai jamais eu besoin de quelqu'un pour gérer ma vie. Et j'ai répondu. Il a haussé les épaules. Jusqu'à présent. Cette phrase m'a coupé le souffle. Elle effaçait tout ce que j'avais été, tout ce que j'avais fait. Comme si mon passé venait d'expirer, sans cérémonie. Je continuais pourtant à me taire. Par peur de rompre, par peur de me retrouver seule. J'avais passé ma vie à maintenir l'équilibre, à absorber les tensions, à croire que la douceur finirait par apaiser tout. Je pensais encore que le dialogue suffirait. Un soir, je les ai entendus parler dans le couloir. Ils ne savaient pas que j'étais là. On ne peut pas attendre indéfiniment, disait ma belle fille. Je sais, répondait mon fils. Mais il faut être prudent. Prudent. Ce mot à l'âme a glacé. J'ai compris que des décisions se prenaient sans moi, que j'étais devenue un sujet de discussion, pas une interlocutrice. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. J'ai regardé les ombres danser sur les murs, j'ai écouté la maison respirer. Et j'ai ressenti une solitude plus profonde que celle du veuvage. Parce que cette fois, elle venait de mes propres enfants. Au matin, en me regardant dans le miroir, j'ai vu une femme fatiguée. Oui, mais lucide.
Je n'étais ni confuse ni perdue. J'étais blessée. Et cette blessure à là ne pouvait plus être ignorée. Les petites humiliations avaient fait leur œuvre. Elles m'avaient fragilisée, poussée à douter. Mais elles avaient aussi éveillé quelque chose de nouveau. Une vigilance aiguë. Une certitude silencieuse que le temps de la patience aveugle touchait à sa fin. La goutte d'eau est arrivée un matin sans importance apparente. Un matin banal, gris, presque doux, comme si la réalité avait choisi la discrétion pour frapper plus juste. Mon fils m'avait appelé la veille pour m'annoncer que sa femme passerait m'aider à faire un peu de rangement. Le mot « aider » était devenu une habitude. Je n'y ai pas opposé de résistance. À ce stade, je voulais encore croire que rien n'était irréversible. Elle est arrivée avec une énergie nerveuse, un grand sac vide, et ce sourire trop déterminé de ceux qui savent déjà ce qu'ils veulent emporter. Elle a commencé par les placards, les vieux dossiers, les papiers empilés depuis des années. Elle parlait sans s'arrêter. Tu gardes trop de choses, tu sais. À notre époque, tout est numérisé. Ces papiers à là ne servent plus à rien. On va simplifier ta vie. Simplifier. Toujours ce mot, prononcé comme une promesse alors qu'il sonnait de plus en plus comme une menace. Je la regardais faire depuis la table de la cuisine, une tasse de café entre les mains. Puis, elle a ouvert le tiroir du buffet. Celui où je rangeais les documents importants, actes de propriété, relevés bancaires, courrier du notaire. J'ai senti une crispation immédiate. Laisse ce tiroir, et je dis calmement. Je m'en occuperai plus tard. Elle n'a pas répondu. Elle a continué. Et j'ai vu, distinctement, qu'elle sortait une chemise cartonnée beige que je n'avais jamais vue auparavant. Qu'est-ce ce que c'est? Je demandai. Elle a hésité. Une fraction de seconde à peine. Mais suffisante. Oh, rien d'important. Des papiers qu'on a préparés. Au cas où? Préparés. Le mot m'a traversé comme un courant froid. Elle a posé la chemise sur la table. Je me suis levée lentement. À l'intérieur, il y avait des photocopies de mes relevés bancaires, des estimations de la maison, des notes manuscrites. Et puis, au milieu, un document qui m'a coupé le souffle. Une demande de mise sous protection juridique. Mon nom, mon adresse, des phrases impersonnelles, glacées, altération possible des facultés, gestion confiée à un tiers, nécessité d'une mesure de protection. En bas, une liste de pièces à fournir, dont un certificat médical. Je me suis assise. J'avais l'impression que l'air venait de quitter la pièce. Tu comptais m'expliquer ça quand? Je murmurai. Elle a croisé les bras. Maman, ne dramatise pas. On n'a encore rien déposé. C'est une précaution. Encore? Je répétais. Elle a soupiré, agacée. Tu refuses de parler de l'héritage. Tu te braques. Tu changes d'humeur. On s'inquiète. On fait ça pour ton bien. Pour mon bien. Cette phrase, je l'avais entendue tant de fois ces dernières semaines qu'elle avait perdu toute chaleur. Elle servait désormais à justifier l'injustifiable. À cet instant précis, j'ai compris que ce n'était plus une discussion familiale, ni même une divergence d'intérêts. C'était une tentative d'effacement. Douce, légale, presque élégante. Une manière de me retirer ma voix sans jamais lever la main. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Une colère froide, étonnamment nette, m'a envahi. Range ça, je dis. Tu exagères. Range ça. Maintenant. Elle s'est exécutée, surprise par mon ton. Elle a remis les papiers dans la chemise dans le tiroir. Mais quelque chose s'était définitivement rompu. Le voile était tombé. Après son départ, je suis restée longtemps seule dans la cuisine. Je revoyais les mots juridiques, les formulations calculées. Il n'en était plus à se demander si j'étais capable. Il préparait le moment où il pourrait agir sans moi. Le soir, mon fils m'a appelé. Elle m'a dit que tu avais mal réagi. Vous avez préparé un dossier pour me placer sous protection, je répondu calmement. Un silence lourd. Puis, ce n'est pas ce que tu crois. Si, c'est exactement ce que je crois, et ce que j'ai lu. Il a tenté d'expliquer, de minimiser, de rationaliser. J'écoutais sans vraiment entendre. Tout était clair désormais. L'héritage n'était plus une projection lointaine. C'était devenu un levier, et moi, un obstacle à contourner. Quand j'ai raccroché, j'ai ouvert mon carnet. Celui où, depuis quelque temps,
Je notais les dates, les phrases, les regards. J'ai tout écrit. La chemise beige. Les termes exacts. Le ton employé. Les silences. Puis j'ai écrit une phrase. Lente, appliquée. Ils ne me protégeront pas. Je dois me protéger moi-même. Ce n'était pas une promesse de vengeance. C'était une décision. Froide. Claire. Vitale. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Mais pour la première fois depuis longtemps, je n'étais plus dans la confusion. J'étais dans la certitude. Et cette certitude, aussi douloureuse soit-elle, m'a rendue étrangement plus forte. Les nuits qui ont suivi ont pris une autre densité. Je dormais peu, mais je ne tournais plus en rond. Ce n'était plus l'insomnie de la peur, celle qui serre la poitrine et brouille les pensées. C'était une veille attentive, presque studieuse. Mon corps se reposait par fragments, mais mon esprit, lui, avançait. Allongé dans le noir, j'écoutais la maison respirer. Le craquement du bois, le tic-tac régulier de l'horloge, le passage lointain d'une voiture. Ces bruits ordinaires me rappelaient une chose essentielle. J'étais encore là, présente, lucide. Et rien, dans ce silence, ne confirmait le portrait fragile qu'on tentait de dresser de moi. Je revoyais la chemise beige, les mots exacts. Altération possible des facultés. Mesures de protection. Ces formulations administratives avaient quelque chose d'effrayant par leur neutralité. Elles ne criaient pas, elles constataient. Elles effaçaient doucement. Alors j'ai commencé à écrire, pas pour me plaindre, pour comprendre. Dans mon carnet, je notais tout. Les dates des appels, les phrases prononcées mot pour mot, les regards échangés quand je parlais. J'écrivais aussi ce que je ressentais, sans chercher à embellir. La peur, bien sûr. La colère, parfois. Mais surtout une tristesse lourde, profonde, celle de réaliser que mes propres enfants avaient franchi une ligne invisible. Je me suis posé des questions simples, presque naïves, mais nécessaires. Qu'ont-ils réellement le droit de faire? Qui décide d'une mise sous protection? Sur quels critères? Est-ce si facile d'effacer quelqu'un sous prétexte de bienveillance? Je me suis rendu compte à quel point l'ignorance rend vulnérable, et à quel point la connaissance, même tardive, peut devenir une armure. Le lendemain, j'ai pris un bus pour aller à la bibliothèque municipale. J'ai demandé des brochures sur les droits des personnes âgées, sur les mesures de protection juridique. La bibliothécaire m'a regardé sans surprise, avec une douceur qui m'a touchée. Comme si elle avait vu passer d'autres femmes avant moi. J'ai lu lentement. J'ai souligné. J'ai appris que rien ne se faisait sans juge, sans expertise médicale sérieuse, sans contradictoire. J'ai compris aussi que beaucoup de familles utilisaient ces procédures, non pour protéger, mais pour contrôler. Cette découverte m'a bouleversée et rassurée à la fois. Je n'étais ni folle, ni seule, ni condamnée d'avance. Le droit existait. Encore fallait-il l'atteindre avant que d'autres ne s'en emparent contre vous. Les soirs, je priais parfois. Pas de longues prières. Des phrases murmurées, presque honteuses. Donne à moi la force de rester droite. Aide à moi à ne pas devenir amère. Je ne demandais pas vengeance. Je demandais de la clarté, de la dignité. Je savais que si je laissais la rancœur guider mes pas, je perdrais ce que je cherchais à sauver. Face à eux, je continuais à jouer le rôle qu'ils attendaient. Je restais calme. Je ne parlais plus de la chemise. Je répondais par des phrases floues, je réfléchis. Je verrai. Ce n'est pas le moment. Cette ambiguïté les rassurait. Ils croyaient que le temps travaillait pour eux. Ils ignoraient qu'il travaillait pour moi. À l'intérieur, pourtant, quelque chose avait basculé. Le conflit qui me déchirait, préserver la famille ou me défendre, s'était clarifié. J'avais compris que la famille qui exige votre effacement n'est déjà plus un refuge. Et que me protéger n'était pas trahir l'amour maternel, mais reconnaître mes propres limites. Je ne voulais pas les punir, je ne voulais pas les humilier, je voulais rester debout. Cette nuance était essentielle. Elle me gardait du côté de la lucidité, loin de la haine. Elle donnait une direction à mes pensées, agir avec méthode, pas avec colère. Un matin, en refermant mon carnet, j'ai senti une fatigue profonde, mais aussi une détermination calme. Je n'avais pas encore de plan précis, mais je savais désormais ce que je ne ferais plus. Je ne signerais rien sous pression. Je ne laisserai plus d'autres parler à ma place.
Je ne confondrai plus silence et consentement. Je me suis regardée dans le miroir. Le visage marqué, les yeux cernés, oui. Mais le regard était net. J'y ai reconnu une femme blessée, certes, mais encore maîtresse de ses choix. Et cette reconnaissance-là a été un tournant. Ce jour-là, j'ai compris que l'introspection n'était pas un repli. C'était une préparation. Le temps où je me contentais de subir touchait à sa fin. Quelque chose se mettait en place, lentement, discrètement. Et pour la première fois depuis longtemps, cette attente ne m'angoissait plus. Elle me tenait droite. La décision s'est imposée un matin, sans éclat. Pas comme un cri, mais comme une évidence calme, presque administrative. J'ai compris que je ne pouvais plus attendre que la situation s'éclaircisse d'elle-même. Attendre, désormais, signifiait leur laisser le temps d'agir, à ma place. La première règle que je me suis imposée a été le silence. Pas celui de la peur, mais celui de la stratégie. Je n'allais plus expliquer, ni me justifier, ni demander l'autorisation d'exister. Tant que je resterais floue, ils continueraient à me croire, hésitante, vulnérable. Cette illusion serait mon allié. J'ai commencé par une démarche simple, presque anodine. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire dans une agence que personne de la famille ne connaissait. Pas celle où mon fils saluait le conseiller par son prénom, pas celle où ma belle-fille parlait de nos habitudes. Une petite agence de quartier, impersonnelle. La conseillère m'a posé des questions précises. J'y ai répondu avec calme, sans détour. Elle m'a regardé longuement, puis a dit « Vous êtes seule pour cette démarche ?» « Oui, et ai-je répondu ?« C'est important pour moi. » Elle n'a pas commenté. Ce respect silencieux m'a fait un bien inattendu. J'ai demandé que tous les relevés soient envoyés à une boîte postale que j'avais louée la veille. Une adresse neutre, discrète. Un espace qui m'appartenait entièrement. Ensuite, j'ai pris rendez-vous avec un notaire. Pas celui de la famille. Un autre, Maître Lemoine. Son cabinet était sobre, clair, sans ostentation. Je suis arrivée avec mon carnet serré contre moi. Je lui ai tout raconté, sans dramatiser, sans enjoliver. Les discussions sur l'héritage. Les pressions. La chemise beige. Les mots exacts. Il m'a écouté sans m'interrompre. Longtemps. Puis il a dit, simplement. Vous êtes parfaitement lucide, madame. Et vous avez raison de venir maintenant. Ce maintenant m'a traversé comme un soulagement. Il m'a expliqué les procédures, les délais, les protections possibles. La loi cessait d'être une menace abstraite. Elle devenait un outil concret, à condition de l'utiliser avant qu'on ne vous l'impose. Nous avons parlé de la maison, de sa valeur, de ce qu'elle représentait. J'ai senti ma gorge se serrer. Cette maison n'était pas un bien parmi d'autres. C'était ma vie. Les murs portaient encore les voix, les disputes, les réconciliations, mais tant qu'elle existait ainsi, elle restait le centre de toutes les convoitises. La vendre, a dit le notaire doucement, peut être une manière très claire de reprendre le contrôle. Là, je suis restée silencieuse un moment. J'ai pensé au jardin, aux saisons, à tout ce que j'y avais vécu. Puis j'ai compris. Ce n'était pas une trahison de la mémoire, c'était une protection du présent. Je veux la vendre, ai-je dit. La phrase est sortie sans trembler. Tout s'est ensuite enchaîné avec une précision presque mécanique. Le notaire m'a mise en relation avec un agent immobilier discret. Les visites ont été organisées sans bruit. Aucun document ne passait par la maison. Tout transitait par le cabinet et ma boîte postale. Chaque signature me rendait un peu de souffle. En parallèle, j'ai transféré une partie de mes économies vers mon nouveau compte. Pas brutalement. Par petites sommes, à intervalles réguliers. Je savais qu'un mouvement trop visible éveillerait des soupçons. La patience, encore une fois, était une forme de force. Face à mon fils et à sa femme, je continuais à jouer le rôle attendu. Je disais que j'étais fatiguée, que je réfléchissais, que tout cela me dépassait un peu. Je laissais entendre qu'ils allaient bientôt m'aider à organiser. Ils se sentaient rassurés. Ils croyaient que le temps travaillait pour eux. J'ai aussi rédigé mon testament. Pas dans la colère, pas pour punir, mais avec une lucidité nouvelle. Je voulais que ce que j'avais construit serve à protéger, pas à écraser. Chaque mot a été pesé. Rien n'était laissé à l'interprétation. Il y a eu des soirs de doute.
Des moments où je me suis demandé si je n'allais pas trop loin. Si je ne brisais pas définitivement ce qui restait de ma famille. Alors je repensais à la chemise beige, aux mots froids, à cette tentative d'effacement feutré. Et le doute se dissipait. Je ne préparais pas une vengeance. Je préparais ma défense. Peu à peu, quelque chose a changé en moi. Je marchais plus droite. Je respirais mieux. La peur reculait, remplacée par une sérénité tendue. Je savais que le moment viendrait où il découvrirait tout. Je savais que ce serait violent, mais je n'en avais plus peur. La préparation était presque achevée. Les pièces étaient en place. Il ne restait plus qu'à attendre. Et, pour la première fois depuis longtemps, attendre ne signifiait plus subir. Le moment où tout a basculé n'a pas eu lieu lors d'une grande réunion, ni devant un notaire, ni même autour d'une table dressée pour l'occasion. Il est arrivé un soir ordinaire, à l'heure où l'on croit encore que la routine protège de tout. Mon fils est entré sans frapper. Sa femme était juste derrière lui. Je l'ai su immédiatement à leur manière de se tenir. Trop droit, trop décidé. Maman. Il y avait dans l'air cette tension sèche que je connaissais désormais trop bien, celle des décisions prises ailleurs. Maman, a hâté dit, on a un problème. Je me suis assise lentement. J'ai croisé les mains sur mes genoux. Mon cœur battait fort, mais mon visage est resté calme. Quel genre de problème? Aïe, ai-je demandé. Il a sorti son téléphone, l'a posé sur la table. La maison est en vente. Ce n'était pas une question. C'était une accusation. Sa femme a pris la parole avant même qu'il ne reprenne son souffle. Tu n'avais pas le droit de faire ça sans nous prévenir. C'est irresponsable. Je les ai regardés l'un après l'autre. Le mot irresponsable m'a frappé par son ironie. Tout ce que j'avais fait, ces dernières semaines, n'avait été que responsabilité. La maison, elle m'appartient, ai-je répondu. J'ai le droit de la vendre. Mon fils a serré les mâchoires. Tu sais très bien ce que ça implique. Tu détruis tout ce qu'on avait prévu. Prévu. Voilà le cœur du problème. Leur plan. Je ne suis pas incluse dans ce que vous aviez prévu, je dis doucement. Sa femme a levé les yeux au ciel. Arrête de jouer la victime. On essayait de t'aider. Tu devenais difficile. Tu refusais toute discussion sur l'héritage. Je me suis levée. Lentement. Sans colère apparente. J'ai marché jusqu'au buffet et j'ai ouvert le tiroir. J'en ai sorti la chemise beige. Je l'ai posée sur la table, entre nous. Parlons à An, de la discussion. Ils se sont figés. Vous aviez préparé un dossier pour me placer sous protection juridique. Sans m'en parler. Avec des mots comme altération possible, des facultés. Un certificat médical à prévoir. Vous appelez ça de l'aide? Mon fils a pâli. Ce n'était qu'une précaution. Pour qui? Ai-je coupé. Pour moi? Ou pour l'héritage? Le silence est tombé. Brutal. Sa femme a fait un pas en arrière. Tu exagères? Non. J'ai lu chaque mot. Mon fils a passé une main sur son visage. Il parlait vite, désormais. Tu ne comprends pas la pression qu'on a, les responsabilités. Il faut penser à l'avenir. Vous avez pensé à mon avenir sans moi? Je répondu. C'est là que tout s'est brisé. Sa femme a changé de ton. Plus douce, presque suppliante. On peut encore arranger les choses. Annuler la vente. Repartir sur de bonnes bases. Je l'ai regardé longuement. La confiance n'est pas un meuble qu'on déplace à sa convenance. Vous l'avez cassé. Mon fils a frappé la table du plat de la main. Tu nous mets devant le fait accompli. C'est exactement ce que vous faisiez avec moi, ai-je dit, en silence. Ils ont commencé à parler en même temps, à se justifier, à se contredire. Les mots se sont empilés. Logique, raisonnable, famille, bienveillance. J'écoutais sans intervenir. Le piège se refermait de lui à même. Le notaire est au courant, ai-je ajouté. Tout est légal. Les signatures sont en cours. Et mon testament est rédigé. Ce dernier mot a fait l'effet d'un coup. Ton testament? A murmuré mon fils. Oui, parce que je ne laisserai plus personne décider à ma place. Ils ont compris, à cet instant précis, qu'ils avaient perdu bien plus que de l'argent. Ils avaient perdu le contrôle. Le pouvoir silencieux qu'ils pensaient déjà acquis. La colère a laissé place à la panique. Puis aux reproches. Puis aux tentatives de culpabilisation. Tu détruis la famille, il dit.
Je l'ai regardé, sans haine. La famille ne se détruit pas quand on se défend. Elle se détruit quand on tente d'effacer l'un des siens. Ils sont partis sans dire au revoir. La porte a claqué. Le bruit a résonné longtemps dans la maison vide. Je suis restée seule, debout au milieu du salon. Étrangement calme, vidée, mais droite. Le pire était passé. Ils savaient désormais que je n'étais ni confuse, ni manipulable, ni prête à céder. Ils croyaient gagner l'héritage. Ce soir, à là, ils venaient de perdre leur emprise. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, je respirais librement. Après cette confrontation, plus rien n'a tenu. Ce qui restait de fragile équilibre s'est effondré en silence, comme une maison trop longtemps rongée par l'humidité. Les jours suivants ont été lourds, étirés, presque irréels. La maison semblait plus grande, mais aussi plus vide. Chaque pièce portait l'écho de ce qui venait de se dire, et surtout, de ce qui ne se dirait plus. Mon fils n'est pas revenu. Il a appelé, une fois, tard le soir. Sa voix était hésitante, comme s'il parlait depuis un endroit où il n'était pas sûr d'avoir encore sa place. On ne peut pas rester comme ça, maman. On ne peut pas revenir à avant, et ai-je répondu. Il a soupiré. J'entendais derrière ce soupir toute la fatigue d'un homme, pris entre la colère et la honte. Il parlait de stress, de pression, de sa femme qui avait peut-être été trop loin. Pas une seule fois. Il n'a dit qu'il aurait dû me demander pardon. J'ai compris alors que l'éclatement familial n'était pas une explosion franche, mais une lente désagrégation, faite de responsabilités évitées. Ma belle-fille, elle, a disparu. Pas un message. Pas un mot. Son silence était net, tranchant. Elle avait cessé de jouer. Et ce retrait à là, paradoxalement, m'a apporté une forme de paix. Certaines présences ne blessent que tant qu'elles insistent. Très vite, les versions ont commencé à circuler. Des appels indirects, des messages prudents. Une cousine m'a demandé si tout allait bien. Un oncle a laissé entendre que les enfants étaient inquiets. Les mots étaient choisis avec soin. Personne ne parlait de la chemise beige. Personne ne parlait de la tentative de mise sous protection. On préférait évoquer mon âge, ma fatigue supposée, mon entêtement. Je répondais peu. Je disais que tout allait bien, que j'étais entourée, que tout était réglé légalement. Ces phrases simples semblaient déranger davantage que des explications longues. J'ai compris que se justifier, c'est souvent nourrir le soupçon. Me taire, cette fois, me protégeait. La famille s'est divisée sans bruit. Certains ont pris le parti de mon fils, invoquant la logique, la prévoyance. D'autres, plus discrets, m'ont soutenu en privé, sans jamais oser le faire ouvertement. Les repas de famille ont été annulés. Les invitations se sont espacées. J'ai senti que j'étais devenue une figure embarrassante, celle qui rappelle trop brutalement que l'argent peut défaire les liens les plus anciens. Je regardais tout cela avec une distance nouvelle. Non pas par indifférence, mais parce que quelque chose en moi s'était déplacé. Je n'étais plus au centre de leurs attentes. J'étais sortie du cercle. Et cette sortie, aussi douloureuse soit à elle, m'épargnait désormais les coups invisibles. La vente de la maison avançait. Les visites s'enchaînaient. Des inconnus parcouraient les pièces, commentaient la lumière, la disposition, le potentiel. Je les observais parfois, depuis le couloir, en silence. Ils voyaient un bien immobilier. Moi, je voyais une vie. Mais je ne ressentais plus la même déchirure qu'au début. J'avais compris que la maison n'était pas ma dignité. Elle avait été un lieu. Elle n'était pas ma prison. Un après-midi, mon fils est venu, sans prévenir. Seul, il avait l'air plus âgé, comme si ces semaines avaient pesé lourdement sur lui. Il s'est assis, sans retirer son manteau. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. A, il dit. Je l'ai regardé, longuement. Puis j'ai répondu. Moi non plus. Mais tu as laissé faire. Et parfois, laisser faire, c'est déjà choisir. Il a baissé la tête. Il parlait de culpabilité, de peur de perdre sa famille, de conflit avec sa femme. Je l'écoutais. Vraiment. Mais je ne cédais pas. Ce n'était plus le moment de réparer à sens unique. Je suis encore ta mère, et à jeudi. Mais je ne serai plus ton assurance silencieuse. Il a acquiescé, sans répondre. Nous savions tous les deux que quelque chose s'était définitivement transformé. Peut-être pas détruit, mais déplacé,
Quand il est parti, j'ai ressenti une tristesse sourde, mais aussi une étrange légèreté. Je n'avais plus à porter leur conflit. Il leur appartenait désormais. Les jours ont passé. Les papiers ont été signés. Les fonds transférés. Tout était propre, clair, irréversible. Avec chaque étape administrative, une tension quittait mon corps. Je dormais mieux, je respirais plus profondément, comme si mon corps comprenait avant moi que le danger s'éloignait. Je passais de plus en plus de temps seul, mais cette solitude n'était plus une punition. Elle devenait un espace, un lieu où je pouvais penser sans me justifier, ressentir sans me censurer. J'écrivais parfois, pas pour prouver quoi que ce soit, juste pour déposer. L'éclatement familial était désormais évident. Les masques étaient tombés. Les alliances s'étaient révélées fragiles. Et moi, au milieu de ces ruines discrètes, je me tenais droite. Pas victorieuse. Lucide. Ils croyaient gagner l'héritage. Ils avaient déclenché bien autre chose. La fin d'un mensonge partagé. Et dans ce silence nouveau, j'apprenais à reconstruire autrement. Je suis partie un matin sans éclat, sans scène d'adieu. J'avais préparé ce départ comme on prépare un geste nécessaire. Lentement, avec soin, sans colère. J'ai refermé la porte derrière moi en tournant la clé une dernière fois. Non pour enfermer le passé, mais pour le laisser à sa place. Mon nouveau logement se trouvait à plusieurs heures de route, dans une petite ville au bord de l'eau. Un appartement simple, clair, avec un balcon étroit qui donnait sur la mer. La première nuit, j'ai dormi les fenêtres entr'ouvertes. Le bruit régulier des vagues entrait dans la pièce, comme une respiration apaisante. Ce son-là ne juge pas. Il accompagne. Les premiers jours, j'ai vécu au ralenti. Mon corps avait besoin de se réaccorder à un rythme qui ne dépendait plus des autres. Je me levais tard, préparais mon café sans regarder l'heure, laissais l'eau chauffer un peu trop longtemps. Personne ne me pressait, personne ne me demandait ce que je comptais faire de mes journées. Cette liberté simple avait quelque chose de vertigineux. J'ai commencé à marcher, chaque matin. D'abord quelques minutes, puis plus longtemps. Le long de la promenade, je croisais les mêmes visages. Un pêcheur silencieux, une femme qui promenait son chien, un couple âgé qui se tenait par le bras. On se saluait sans se connaître. Cette politesse discrète m'a fait du bien. Ici, je n'étais ni la mère de quelqu'un, ni un problème à résoudre. J'étais une femme qui marche. J'ai meublé l'appartement à mon rythme. Un fauteuil près de la fenêtre. Une petite table en bois pour écrire. 2 plantes vertes sur le balcon. Rien d'excessif. Juste ce qu'il fallait pour sentir que cet espace était le mien. Le soir, je m'asseyais face à la mer. Je regardais la lumière décliner lentement. J'apprenais à aimer ce moment où le jour se retire sans bruit. Je pensais souvent à mon fils. Pas avec la colère des premières semaines, mais avec une lucidité plus douce, plus ferme aussi. Il m'appelait parfois. Nos conversations étaient prudentes, presque timides. Il parlait de banalités. Le travail, la météo, des projets sans importance. Il évitait soigneusement le sujet de l'héritage, comme si ces mots pouvaient rouvrir une plaie encore vive. Je l'écoutais sans l'interrompre. Je ne cherchais plus à le rassurer. Je n'en avais plus la responsabilité. Avec sa femme, le silence demeurait total. Et j'ai fini par l'accepter comme une frontière nécessaire. Toutes les relations ne sont pas faites pour être réparées. Certaines cessent simplement d'exister quand elles ont dit ce qu'elles avaient à dire. Forcer leur retour, c'est souvent se condamner à revivre la même violence. Les semaines ont passé. Je me suis liée à quelques personnes. Une voisine, Madeleine, m'a apporté un jour un gâteau pour souhaiter la bienvenue. Nous avons parlé du marché, de la mer, du temps qui passe. Elle ne m'a posé aucune question sur mon passé. Ce respect silencieux m'a touché plus que de longues confidences. Je suis devenue une habituée d'un petit café près du port. Le serveur m'appelait « Madame » avec une politesse simple, sans condescendance. Je lisais, j'observais. J'entendais les conversations des autres sans y participer. Cette place d'observatrice me convenait. Elle me rappelait que je pouvais être présente au monde sans devoir m'y justifier. Il y avait des soirs de mélancolie, bien sûr. Des moments où le poids de la solitude se faisait sentir. Alors je pensais à leur père, à ce qu'il aurait dit.
Je crois qu'il aurait compris. Il avait cette sagesse tranquille, qui savait distinguer la patience de la soumission. Dans cette nouvelle vie, sa présence me semblait plus douce, comme si le tumulte s'était enfin apaisé. Je tenais toujours mon carnet, mais il avait changé de fonction. Ce n'était plus un registre de preuves, ni un journal de survie. J'y notais des choses simples. La couleur du ciel au lever du jour, une phrase entendue au marché, un rire d'enfant sur la plage. J'apprenais à regarder sans me défendre. Je ne me sentais pas victorieuse. Le mot serait trop fort. Je me sentais réparée. La réparation n'efface pas les fissures. Elle les rend habitables. J'avais rassemblé les morceaux de moi à même que j'avais, longtemps dispersés pour satisfaire les autres. Chaque soir, quand le soleil disparaissait derrière l'horizon, je me disais que j'avais choisi la sérénité plutôt que la rancune. Ce choix-là ne faisait pas de bruit. Il ne donnait pas raison à tout le monde. Mais il me rendait la paix. Et dans cette paix nouvelle, je comprenais enfin que la liberté n'est pas l'absence de liens, mais la possibilité de les choisir. Le soir tombe plus vite ici, ou peut-être est-ce moi qui le remarque davantage. La lumière se retire doucement de la mer, sans fracas, comme si elle savait qu'il n'est plus nécessaire d'insister. Je m'assieds souvent sur le balcon, les mains posées sur mes genoux, le regard perdu vers l'horizon. Le vent apporte une odeur salée, mêlée de souvenirs et de renoncements apaisés. Je repense à la femme que j'ai été, celle qui croyait que l'amour consistait à se taire, à s'effacer pour ne pas déranger, celle qui confondait patience et loyauté, sacrifice et dignité. Je ne la juge pas. Elle a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle savait. Elle a tenu longtemps. Mais elle a trop attendu que les autres voient ce qu'elle donnait. L'héritage n'a pas détruit ma famille. Il a révélé ce qui était déjà là, tapis sous les gestes polis et les phrases rassurantes. L'argent, la maison, les biens, tout cela n'était qu'un prétexte. Ce qui s'est joué, au fond, c'était une question de regard. Était je encore une personne, ou déjà une chose à organiser, à anticiper, à contourner. Dis, je pense souvent à mon fils, à sa faiblesse plus qu'à sa faute, à sa peur de déplaire, à sa difficulté à dire non. Je crois qu'il a compris quelque chose. Trop tard, peut-être, mais sincèrement. Nos échanges sont rares, mesurés, mais ils ont changé de nature. Il ne me conseille plus. Il ne décide plus. Il écoute. Ce n'est pas une réparation complète, mais c'est un pas. Et parfois, un pas suffit pour empêcher la rancœur de s'installer. Mais sa femme, elle, est restée silencieuse. Un silence dur, définitif. J'ai cessé de le vivre comme un rejet personnel. Ce silence parle surtout de son rapport au pouvoir, pas de ma valeur. J'ai appris que certaines ruptures ne demandent pas d'explication. Elles sont des lignes de protection. Il m'arrive d'éprouver une mélancolie douce, celle qui accompagne la lucidité. La victoire a un prix, celui des illusions perdues, l'illusion que la famille est toujours un refuge, l'illusion que l'amour protège de tout. Mais je préfère cette vérité nue à une paix factice construite sur mon effacement. Je regarde mes mains. Elles portent les marques du temps, du travail, des soins donnés sans compter. Elles tremblent parfois, légèrement. Mais elles sont encore miennes. Et cette évidence me suffit. J'ai repris possession de ma vie à un âge où l'on attend souvent que l'on se fasse petite, discrète, reconnaissante. J'ai refusé cela. Non par orgueil, par nécessité. Si je pouvais parler à celles qui vivent ce que j'ai vécu, je ne leur dirais pas de se battre bruyamment. Je leur dirais d'écouter ce moment précis, où quelque chose se fissure à l'intérieur, quand le regard des proches devient lourd, insistant, calculateur. Ce moment n'est pas une faiblesse, c'est un signal. Il indique qu'il est temps de se tenir droite. La société parle beaucoup de protection lorsqu'il s'agit des femmes âgées, mais elle oublie souvent de demander si cette protection est consentie, respectueuse, juste. Trop souvent, elle devient un masque pour la dépossession. J'ai vu de près comment la bienveillance peut se transformer en outil de contrôle. Et j'ai compris qu'il n'y a pas d'âge pour dire non. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Personne ne le sait vraiment. Mais je sais que ce temps m'appartient. Chaque matin où je me réveille sans craindre un dossier préparé dans mon dos, sans peur d'une signature forcée, est une victoire intime. Une victoire sans témoin, mais profondément réelle. Je ferme les yeux un instant, j'écoute la mer, je pense à la maison que j'ai quittée,
non avec amertume, mais avec reconnaissance. Elle a abrité une vie. Elle n'était pas destinée à devenir une cage. La quitter a été un acte de fidélité envers moi-même. Je me lève lentement, prête à rentrer. La nuit est là. Je n'ai plus besoin de me justifier, ni d'expliquer, ni de convaincre. Mon histoire n'a pas besoin d'être comprise par tous pour être légitime. Et s'il ne devait rester qu'un seul message, adressé à celles et ceux qui se taisent trop longtemps, il serait simple, calme, né de l'expérience et non de la colère. Le silence peut aussi être une forme de justice.